Bonjour Mathieu Slama. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme chaque semaine dans le Grand Journal. On démarre avec l'adoption définitive hier par le Parlement d'une proposition de loi visant à lutter contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Un texte qui prévoit des mesures en matière de sensibilisation et de sanctions disciplinaires. On pense évidemment aux précédents de ces 2 dernières années, notamment à Sciences Po Paris. La proposition rend également obligatoire, Mathieu, la désignation au sein de chaque étabblissemment d'un référent dédié à cette question. Vous saluez dès demain l'adoption de ce texte? Oui, alors moi je trouve que c'est de manière générale plutôt une bonne chose, mais à quelques conditions que j'aimerais évoquer maintenant. D'abord, j'aurais aimé que ce soit un texte qui concerne toutes les formes de racisme, et je crois que c'est le cas aujourd'hui. Après le passage au Sénat, en tout cas le Sénat a fait en sorte que le dispositif notamment de signalement, etc., puisse concerner toutes les formes de racisme, l'antisémitisme bien sûr, mais aussi l'islamophobie et les autres formes de racisme, parce que en France, le phénomène auquel on assiste est un phénomène de montée de la haine globale, c'est-à-dire d'un côté montée de l'antisémitisme qui est incontestable et qui se démultiplie, alors en particulier depuis 7 octobre, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vraie vie. On a vu récemment encore un rabbin se faire agresser, etc. Mais il y a aussi, et on voit aussi la montée de l'islamophobie qui est spectaculaire. La mort, par exemple, d'Aboubacar Cissé dans une mosquée en atteste. Donc il faut un texte, en tout cas, qui concerne toutes les formes de racisme, parce que le phénomène auquel on assiste est une montée de l'antisémitisme, du racisme, de l'intolérance, y compris dans la jeunesse et dans les universités. Donc ça, c'est un premier point qui me semble important. Le deuxième point, et je le dis parce que toujours, il faut faire attention quand il y a des textes qui sont des textes par définition répressifs, il faut faire attention évidemment à qu'ils ne deviennent pas liberticides. Moi, je ne veux pas que ce texte, par exemple, donne lieu à des instrumentalisations et par exemple à une répression des mouvements étudiants pro-Palestine. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que par exemple à Sciences Po, on a vu des mouvements étudiants exprimant leur solidarité avec la Palestine, avec Gaza, avec les Palestiniens. Parfois beaucoup de violence et des slogans à la limite de l'antisémitisme. Alors, souvent. Avec certains slogans qui étaient peut-être à la limite de l'antisémitisme, mais qui, à mon sens, ne l'étaient pas forcément. Je veux dire, quand on dit Free Palestine, c'est pas du tout antisémite. Quand on dit certains mots... Si on l'accompagne d'appels à délivrer la Palestine du Jourdain à la mer... voilà, alors déjà, ça devient plus problématique. Mais donc, il faut faire très attention. Il faut faire au cas par cas. C'est ça que je veux dire. Il ne faut pas que ce genre de texte devienne des prétextes à réprimer l'intégralité de mouvements de solidarité pour la Palestine des étudiants. On sait que c'est très important en France aujourd'hui et que les étudiants doivent avoir la liberté de manifester leur soutien à la Palestine. Je ne dis pas que ce texte... je dis simplement qu'il faut être très vigilant par rapport à ça, aux instrumentalisations politiques, parce que toujours dans ces cas-là, il faut faire très attention, faire du cas par cas, etc. Mais est-ce qu'à l'inverse, on n'instrumentalise pas également la cause palestinienne, justement, pour véhiculer des messages antisémites d'une autre manière? Alors, il y en a qui vont utiliser la tragédie palestinienne pour véhiculer des messages antisémites. Mais eux, ils sont antisémites de toute manière. Ils n'ont pas attendu les massacres de Gaza pour devenir antisémites. Ils sont antisémites de toute manière, ils utilisent ça. Mais il y a une majorité de personnes, à mon sens, des étudiants, des jeunes, on les voit dans les manifestations, etc., qui sont bouleversés par ce qui se passe à Gaza, qui sont révoltés par ce qui se passe à Gaza, qui n'entrent pas a priori dans le cadre de ce qui est visé par la loi. Ils ne rentrent pas dans ce cadre. Donc je dis juste attention, à que ça ne devienne pas un prétexte à réprimer les mouvements de solidarité pour la Palestine. Et un dernier point, je finis en un mot. J'ai vu en préparant cette émission que beaucoup de députés RN avaient voté pour cette loi. Et là j'avoue que ça me fait mal au cœur et ça rejoint un peu ce que j'ai beaucoup dit ici, c'est-à-dire la manière dont le Rassemblement national instrumentalise la question de l'antisémitisme, se fait un peu le défenseur des juifs en France, alors qu'ils ne le sont pas. Vous auriez préféré, Mathieu, qu'au nom de son histoire, il vote contre ce texte? Non, mais je dis, ne soyons pas dupes
de leur instrumentalisation de cette question-là et de l'image qu'ils veulent renvoyer, qui serait celle de personnes. Pour autant, ils votent bien pour un texte que vous saluez par ailleurs. Oui, mais alors, vous voyez, par exemple, on a appris, je crois que c'était la semaine dernière, par exemple, que la députée RN Caroline Parmentier, oui. Voilà, qui est très proche de Marine Le Pen, évoquait dans le journal d'extrême droite Présent, elle comparait les supporters dans les stades de foot à des babouins, et elle évoquait aussi l'existence d'un lobby juif. Elle riait aux blagues antisémites de Jean-Marie Le Pen et célébrait des auteurs apôtres du maréchal Pétain et de la collaboration avec l'Allemagne nazie. Et elle considérait aussi que la reconnaissance par Jacques Chirac de la responsabilité française dans la rafle du Veldiv, qui était un moment terrible, tragique de la Shoah, était une indignité pour la France. Le fait que la France reconnaisse ça. Donc, Caroline Parmentier est une députée de premier plan du Rassemblement national. Donc, voir ce parti aujourd'hui se faire le parangon de la lutte contre l'antisémitisme, alors qu'il a en son sein des gens qui, à minima, ont été antisémites, et des gens qui sont par ailleurs dans des groupes Facebook, etc., dans lesquels des insultes antisémites sont proférées en permanence, etc., je dis, ne soyons pas dupes. Gros plan maintenant avec vous, Mathieu, sur le dernier slogan des Républicains de Bruno Retailleau, la France des honnêtes gens, slogan qui a fait l'objet à la mi-juin d'une campagne d'affichage du parti. Cette formule peut permettre de rassembler très large, selon le ministre de l'Intérieur et désormais président du parti. Est-ce que vous êtes convaincu par ces arguments et par ce slogan de manière générale, Mathieu? Alors oui, alors non, je ne suis pas du tout convaincu, je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est vrai que Bruno Retailleau est un personnage intéressant, il faut le dire, parce que il engrange énormément de soutien, il est évidemment de loin la personnalité la plus médiatique de ce gouvernement, et il a une stratégie qui est assez claire, c'est de piquer à peu près toutes les idées du Rassemblement national, de l'extrême droite, pour le concurrencer. D'ordinaire, je dirais que quand on pique les idées de l'extrême droite, on fait le jeu de l'extrême droite, mais avec Bruno Retailleau, j'ai l'impression qu'il peut se passer quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'ils deviennent un concurrent à Marine Le Pen ou à Jordan Bardella, parce que d'une part il incarne quelque chose, une espèce de conservatisme radical comme ça, mêlé à un libéralisme économique qui peut plaire aussi à une partie de la bourgeoisie qui peut être un peu effrayée par qui avait soutenu François Fillon voilà, exactement. Et puis d'autre part, le Rassemblement national est dans des affaires judiciaires dont il ne sort pas. Il y a encore une révélation hier sur des potentielles fraudes au Parlement européen. Je dis bien potentielles. Donc tout ça fait que Bruno Retailleau peut faire la surprise en 2027. Et le slogan la France des honnêtes gens est particulièrement intéressant parce que c'est un slogan extrêmement populiste et c'est un slogan pour moi qui est d'extrême droite. Pourquoi ? Parce que dire la France des honnêtes gens, d'abord, c'est dire qu'il y aurait des gens honnêtes, bons par nature, et qu'il y aurait finalement des gens bons et des gens mauvais par essence, par nature, qui est quelque chose de profondément anti-progressiste. Parce que la France des honnêtes gens, je m'adresse aux honnêtes gens, n'importe qui en fait en France peut passer de l'honnêteté à l'illégalité. Enfin, je veux dire, c'est pas inscrit dans la nature des choses, l'honnêteté. Chacun. Oui, mais il y a des gens, non pas sur le plan essentiel, mais sur le plan de leur existence, ont montré qu'ils étaient des honnêtes gens. Non, mais dire à la France, il y a les gens honnêtes, c'est de dire il y a des gens qui seront toute leur vie honnêtes, etc., qu'il y a une essence de l'honnêteté qui serait un peu une essence de la France profonde. Vous voyez, il y a ce truc très populiste, la France qui bosse, la France c'est pas de l'essence, ça. etc. Oui, mais on peut bosser, on peut, etc. Et puis on peut aussi un jour commettre quelque chose quelque chose d'illégal, etc. Donc pour moi, ce slogan n'a pas d'autre sens. Et puis surtout, il est utilisé d'une manière très claire, qui est de dire il y a d'un côté les honnêtes gens, ceux qui bossent, la France profonde, etc. Et puis, il y a de l'autre côté les assistés, donc les chômeurs, ceux qui bénéficient des aides sociales, bref, etc. Et puis, les étrangers, évidemment, puisque les étrangers qui soit sont considérés comme non-travailleurs, qui profitent de l'État-providence, qui profitent de notre largesse, soi-disant, sur les aides, notamment pour... voilà, etc. Et donc, il y a une dimension profondément populiste. Que lorsqu'on parle des honnêtes gens, forcément, l'inverse serait les gens qui ne travailleraient pas, qui seraient au chômage, qui seraient d'origine étrangère. En quoi vous voyez cela dans ce slogan? Parce qu'il faut toujours penser à un slogan par rapport à la manière dont il est utilisé et le message qu'on veut faire passer derrière. Vous savez, le Jean-Marie Le Pen, puis Marine Le Pen, utilisait beaucoup aussi cette idée de la France sans histoire.
la France qui fait pas d'histoire, la France invisible, la France dont on ne parle pas, qui ne commet aucun délit, qui travaille, etc. Et ça a toujours été un peu un ressort du populisme de séparer la France en deux. C'est-à-dire d'un côté ceux qui bossent, ceux qui entre guillemets contribuent à la richesse nationale, etc. Et puis de l'autre côté les assistés, les indésirables, ceux qui finalement sont de trop dans le pays, et ça implique aussi les étrangers. Donc moi je dis toujours, quand on entend un slogan, il faut aussi toujours penser à la manière dont il s'inscrit dans, on va dire, la rhétorique politique, et la manière dont il est utilisé pour faire passer une idéologie, un message particulier. Vous voyez des ressorts racistes derrière ce slogan? Je vois en tout cas une dimension xénophobe, au sens où finalement il y a derrière la France profonde, authentique. Et d'ailleurs, sur France Inter, Bruno Retailleau a dit la France qui transmet ses valeurs, voilà, etc. Transmettre des valeurs, ce n'est pas être raciste. Je dis simplement que dans le discours de Bruno Retailleau, il y a toujours cette idée, au fond, que il y a certains étrangers qui ne s'intègrent pas, qui profitent du système, les assistés, etc. Et donc, en fait, ça sépare la France en deux, entre des gens qui seraient absolument honnêtes par nature, etc., et des gens qui seraient par nature dangereux, etc. Et puis derrière, je finis juste sur un point, évidemment c'est un slogan qui est répressif, qui est liberticide, parce que derrière ce slogan, il y a l'idée qu'on va durcir l'appareil pénal, on va durcir les politiques sécuritaires, on va durcir la politique d'immigration. Donc attention, quand on vous parle d'honnêtes gens en politique, il y a souvent une arrière-pensée derrière qui est beaucoup moins vertueuse. Merci beaucoup Mathieu Slama d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter sur notre site radioj.fr, ainsi qu'en vidéo sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Très bon après-midi à vous et à jeudi prochain. Merci.